Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique, le second de ce mois de juin sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui deux personnes dont l'une avait fait forte impression il y a 11 mois environ. Oui, je couvrais une manifestation des Africains à Paris et ce monsieur avait une voix qui portait. En quelques jours, il avait fait 50 000 vues, ce qui montre qu'il est très respecté dans le milieu de l'activisme africain sur la place parisienne. Il s'agit du doyen Mbeu, voilà, on l'appelle doyen Mbeu, il vous dira son vrai nom s'il le souhaite, qui est accompagné aujourd'hui par l'artiste engagé Michel Guety, que vous connaissiez autrefois comme Michel Casse. Ils viennent sur ce plateau parler, comme vous vous en doutez bien, de politique, mais il y aura de bonnes notes de musique. Bonjour le doyen. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Très bien, merci. Bon, souffrez que je ne vous serre pas la main, je n'en sais plus. Depuis que les choses ne vont pas bien, on respecte la distanciation sociale, malgré votre proximité sociale avec moi. Je ne veux pas vous serrer la main. Très bien, vous avez raison. Vous avez raison parce que ce confinement nous a permis de comprendre que le Covid-19 n'est pas totalement fini. Donc, c'est tout à fait logique et normal qu'on garde la distanciation. Très bien, Michel Guety. Nous avons une proximité sociale. Angoko. Voilà. Ceux qui sont avec Foussa, ma baleine, ont compris ce qu'on a dit. Bon, on va le dire en français maintenant, car mon frère qui est en vogue n'a pas bien compris. Comment ça va, Michel Guety? Ça va très bien, ça va très bien. Bon. Malgré le Covid-19, on tient. On tient. Il faut juste tenir la distance comme les informations. Vous faites comme Tamné Pius, quoi. Vous tenez bon. On suit. Alors, Michel Guety. Oui. Avant, c'était Michel Casse. Est-ce que c'est parce que vous étiez amoureux de Patricia Cass? Non, c'était une époque, une période, il y a longtemps. Vous avez le droit d'être amoureux d'elle, hein? Il n'y a pas que PPDR. Non, parce que... Salut, Pépé. À ce moment-là, nous, on arrivait en France. On croyait qu'on avait tout compris et on croyait qu'on pouvait casser la différence entre les musiques. On pensait métisser les musiques. On croyait que oui, c'est bien, tout est beau. Il faut qu'on casse ça. C'est pour ça qu'on a mis ce mot casse musique. Vous ne saviez pas que la couleur du désespoir, même en France, c'est toujours le noir. C'est ça, je ne savais pas. Avant de commencer cette émission, je vais vous prier que nous gardions une minute de silence pour ceux qui meurent au Cameroun, ceux qui meurent en Afrique, George Floyd et beaucoup de George Floyd qui meurent en Amérique, Adama en France. Une minute de silence, s'il vous plaît. Samuel Ouazizi. Samuel Ouazizi. Merci. Vous avez certainement compté à l'usage, ça ne fait pas une minute, mais bon, c'est symbolique, vous comprenez. J'en profite pour envoyer mes salutations à ceux qui sont, je pense, sur moi de le dire, injustement emprisonnés au Cameroun, au Gabon. Je pense à toi, Bertrand Zili, je pense à toi, Mamadou Mouta, je pense à toi, Paul Chouta, je pense à Hubin Olangue Naono, oui, quelqu'un que j'aimais bien. Je sais que ce dont il est accusé n'est pas vrai, je le sais. Je pense à M. Maraf Adamidou hier. J'ai pris des nouvelles de vos enfants, ces jours-ci, on me les a donnés, donc je ne peux pas citer tout le monde. Je pense fort à vous, même à Georges Gilbert Baoula, à qui j'ai parlé tout récemment. Donc, sans oublier tous nos frères du Nozo, oui. Ayou Tabé, Sissiko, et toute l'équipe voilà, avec laquelle ils ont été arrêtés. Très bien, voilà. Quel que soit lambda, on ne devrait pas enfermer les gens sans les avoir jugés, les condamner avant de les enfermer. Voilà. On va dire ce petit français qui parle, mais c'est ça la loi internationale. Bien. Le doyen, c'est par vous que je vais commencer, mais avant, on va prier Michel de prendre sa guitare et de nous grincer cette chanson « Rien ne sera plus comme avant » que j'ai écouté et que j'ai beaucoup aimé. Donc, à vous Michel. Rien ne sera plus comme avant. L'heure du changement a sonné et toute l'Afrique est concernée, même la France-Afrique. En ce temps, on n'avait pas le téléphone.
temps-là, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, le décor a changé. Tu peux tromper parfois ton peuple, pas les tromper tout le temps. Nos parents avaient des arbalètes pour affronter l'armée coloniale. En ce temps-là, on n'avait pas de réponse à toutes les questions qu'on se posait. Nos parents ont souffert, nos parents ont souffert, rien ne sera comme avant. Nos parents ont souffert, rien ne sera comme avant. Rien ne sera plus, rien ne sera plus, rien ne sera comme avant. Rien ne sera plus, rien ne sera plus, rien ne sera comme avant. Le sang versé a nourri nos terres. Les combattants ont germé. Le sang versé a nourri nos terres. Brigadiers et Amazones ont fleuri. Ils ont la compétence de leur compétence. Nos parents ont souffert, rien ne sera comme avant. Nos parents ont souffert, rien ne sera comme avant. Le sang versé a nourri nos terres. Les rejetons ont bien mûri. En ce temps-là, il n'y avait pas de partage. Partager et envoyer des cœurs. Et get up for your right. Fight for your freedom. And get up for your right, brother. Fight for your freedom. The time has come. Get up for your right. The time has come. Fight for your freedom. The time has come. Get up, brother, for your right. Fight for your freedom. The time has come. Get up, brother, for your right. I say to you, fight for your freedom. The time has come. Get up for your right. Fight for your freedom. My people for Nozo. This sofa, it will finish one day. Francophone this sofa, Anglophone this sofa. You get up, brother, for your right. Fight for your freedom. The time has come. Get up for your right. The time has come. Fight for your freedom. The time has come. Get up for your right. The time has come. Fight for your freedom. Merci. Merci l'artiste. Ceci pour permettre, pour réveiller tous les Camerounais de se lever parce que le temps est arrivé. Oui, le temps est arrivé. C'est formidable ça. On a rêvé ce temps, quoi. Il y a des gens qui sont morts dans des déserts, dans des prisons, qui rêvaient de voir le changement. Et je crois que le temps est arrivé. Et je remercie la CCD parce que avant de les rencontrer, j'avais déjà jeté l'éponge. J'étais déjà fatigué. Ils t'ont remis en selle, quoi. Mais tu n'avais pas jeté. Ils m'ont donné de l'espoir parce qu'on voit un monsieur comme eux, à son âge. Et quand me regardant, je le vois avec l'énergie qu'il a. Je dis, mais comment? Il est tout frais. L'énergie qu'il a donnée. Il est tout frais. Non, mais quand vous le voyez dans les marches, dans toute cette révolution, ça vous donne envie. Donc c'est un peu pour ça, quoi. Alors, le doyen. C'est une conviction qu'on a en soi. Le doyen, on parle toujours du doyen. Michel évoque maintenant, en regardant un peu, on a envie de vous demander, quel âge avez-vous? C'est quelque chose que j'ai toujours redouté parce que
Je sais que j'ai vu une dame un jour, une actrice qui a 90 ans. Elle était en train de monter sur les tables, une actrice française, Denise Gray. Elle faisait des choses. Mais quand on commençait à lui demander son âge... Attention à la guitare parce que la première une fois, elle partait, quelques jours après, elle a chuté. Alors qu'elle était tranquille et tout le reste. Oh, d'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté deux fois. Même mes anniversaires, je ne les fais pas. D'accord. Je ne les fais pas. Ok. On va donc entrer dans le vif de cette émission. Vous êtes fils d'anciens UPCistes. C'est bien ça. Les UPCistes, pour ceux qui ne sont pas au Camerounais, Union des populations du Cameroun fut le premier parti politique au Cameroun, créé en 1948, si je ne me trompe pas. Presque. Oui. Presque, Oui, 1948. Et dont le leader fut Ruben Oumniobé. J'en profite pour saluer sa fille Hermine Oumniobé, qui vit quelque part ici. Donc bonjour à ton maman, que j'avais reçu ici d'ailleurs. Et votre papa était donc de ce parti-là et côtoyait Ruben Oumniobé, comme bien d'autres, Ernest Ouandji et d'autres leaders de l'époque. Momié, Kingé et consorts. Exactement. Vous avez donc été biberonné à la sauce politique. C'est-à-dire que, merci Jackie de m'avoir donné la parole pour que je puisse un peu parler de l'UPC, que je connais à l'époque où j'étais encore très jeune. Et c'est vrai que c'est un parti, et en particulier au quartier Makéa, où il y avait des réunions d'une maison à l'autre. Le quartier Makéa, c'est dans quelle ville? Le quartier Makéa, c'est une ville qui est à Douala, qui est limitrophe avec le quartier Congo, qui est limitrophe avec le camp Berthaud. Le camp Berthaud, c'est un camp où les policiers, c'était un camp pour les policiers, c'est-à-dire la famille des policiers. Je comprends. Donc voilà, et qui touchait, le quartier Makéa est limitrophe avec ce qu'on appelle aujourd'hui le marché central. Puisque le marché central à cette époque-là s'appelait, qui est à côté du camp du quartier Makéa, s'appelait marché Lagos. D'accord. Et quand on continuait encore plus loin, tu avais le marché de plantain qui est juste limitrophe avec le lycée de jeunes filles. Ah d'accord. Oui. Ça fait tout un programme. Donc le quartier Makéa était à côté de cet endroit qu'on appelle marché central. Marché qui est aujourd'hui, c'est-à-dire que Makéa même est englué avec le marché central. Puisque le marché central aujourd'hui, Makéa qui touche Congo qui est à la limite de la douche. C'est de la douche, c'est-à-dire à l'entrée d'Aqua. Bon, d'accord. Mais ça, pour ceux qui ne sont pas nés à Douala, ils ne comprendront pas. Moi, je vois à peu près parce que j'y vais souvent, mais je ne suis pas natif de Douala. Donc, votre papa était donc UPCiste et était basé au quartier Makéa. Au quartier Makéa. Mon papa, c'est quelqu'un, je vous le dis tout de suite, qui n'était pas lettré, mais qui avait compris le travail de l'UPC, ce que l'UPC voulait. Et chez nous, dans la maison, se tenaient les réunions de l'UPC. Comme ailleurs, la même chose se passait, c'est-à-dire entre eux, puisque à une période, ils étaient pourchassés. Donc, la réunion se tenait chez nous, et quand ils sentaient le besoin, ils tenaient cette même réunion ailleurs, c'est-à-dire dans la maison de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Donc ça ne pouvait pas, c'est pas que les réunions ne se tenaient pas tout le temps, toujours au même endroit. Et tout ça là pour un peu... pour semer tous ceux qui ne voulaient pas comprendre, entendre parler des UPCistes. D'accord. Voilà. Et ce que je vois encore aujourd'hui, puisque le MRC, dont je n'en fais pas partie, mais que j'approuve et de très loin, puisque j'ai lu un peu le livre, L'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Et ce livre, je me permets par rapport à ça de dire, là je m'adresse en parlant de ça, je m'adresse aux Camerounais. Je m'adresse aux Camerounais pour leur faire comprendre que il est grand temps, il est urgent. C'est une urgence que les Camerounais de la diaspora et les Camerounais du 237, c'est-à-dire du Cameroun, qu'ils sortent
on doit mener des actions et des actions d'urgence pour sauver le Cameroun. Nous devons mener des actions d'urgence. Il est grand temps que tous ceux qui sont en train de nous distraire sur la toile oublient leur distraction. Les réseaux sociaux, il ne faut pas que les réseaux sociaux s'accaparent le rêve ou les rêves du Cameroun. On va arriver là-dessus. Il y a un chapitre prévu pour les déchirements au sein des activistes camerounais de la diaspora, c'est prévu. Hein. Donc restons sur le parcours UPCiste de votre papa. Oui. Quel a été son fait d'armes qui vous a marqué? C'est un monsieur qui était d'abord un grand commerçant, qui avait ce qu'on appelait à l'époque boutiques, au marché Mbusumbu et à Lagos d'ailleurs. Et ce monsieur, par rapport à l'UPC, à un moment donné, au quartier Makéa, mon papa non seulement a créé l'église qui se trouve jusqu'aujourd'hui au quartier Makéa, qui a construit sur son propre terrain et a légué ça à la population, ce qui fait que l'église protestante qui se trouve au quartier Makéa aujourd'hui, c'est sur un terrain de mon père et fait par lui de l'époque. Bon, maintenant, vous êtes croyant? Quel est le Camerounais qui n'est pas né dans la croyance? Aujourd'hui, tout le monde est dedans, mais est-ce que vous êtes croyant? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en tout ce que les gens, c'est-à-dire l'histoire de religion catholique protestante. Comment il s'appelait papa? Papa Nana Philippe. Papa Nana, tu aurais dû construire plutôt une école là où tu as mis l'église. Tu vois comment ça aboutit les Camerounais aujourd'hui? Voilà. Tu aurais dû construire une école, mais tu ne savais pas, donc tu pardonnes, c'était ton époque. Et son fils est là pour couper tout cela, effectivement. Son fils est là pour couper tout cela, puisque nous avons compris que c'est à travers ça qu'on nous tient. Voilà. Qui veut contrôler un pays contrôle l'éducation, l'église, les religions et l'alcool. C'est ça. Exactement. C'est ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui. Exact. Alors, ce monsieur, il a légué, c'est-à-dire qu'il avait légué un terrain vers le Camberto, c'est-à-dire à un responsable de UPCiste qui était son ami. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. En même temps, une période où on cherchait les UPCistes pour les tuer. Alors, mon père, qui à un moment donné, parce que comme on cherchait à tuer tous ces UPCistes-là, ils avaient affaibli mon père, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'aille plus travailler. Travailler, ça veut dire aller au marché pour s'occuper de son commerce. Voilà. Et il vivait maintenant, parce qu'il avait des appartements avec des locataires, ainsi, il vivait un peu de ça. Et au quartier Makéa, ma maman avait constaté, parce que c'était une femme très éveillée, elle avait constaté, elle aussi, elle était illettrée. Mais elle a appris, parce qu'elle avait compris l'importance de l'école. En voulant m'amener, moi, à comprendre l'école, ma mère a fait les cours du soir jusqu'en cours élémentaire 2. D'accord. Alors, ma mère avait constaté qu'il se préparait des choses dans le quartier. Parce que dans le quartier, c'est un quartier qui est cosmopolite, donc on était mélangé avec des Aoussa, des Makéa d'ailleurs, et des Bamileke, de tout. Des gens venus de partout, même les Nigérians. Des Nigérians, exactement, même des Sénégalais, puisque le quartier Congo renferme tout ce monde sénégal, nigérian. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Pierre Moutori chantait que Sénégalais adorent commerce, c'est Sénégalais partout en Afrique. Alors, et ma mère qui avait constaté qu'il se préparait quelque chose pour liquider tous les UPCistes du quartier. Près de notre maison au quartier Makéa, il y a un petit passage.
Sur la grande route est là, qui va au Camberto, l'autre qui va pour aller sur la route d'Aqua, et ainsi de suite. Et juste à côté de notre maison, il y avait un tout petit passage. Et ce passage, il y a certaines personnes qui sont venues à plusieurs reprises dire à ma mère, à mon père, de fermer ce petit passage. C'est un passage qui permettait aux gens d'aller vers l'église. Mon père a dit, il a laissé cet endroit-là pour que les gens puissent passer, puisque il n'y a pas de route. Il n'y avait pas d'électricité à cette période. Pour que les gens puissent passer. Alors il venait tout le temps dire, mais écoutez, monsieur Nana Philippe, fermez ce passage. Fermez ce passage. Mon père leur demande, mais pourquoi? Il dit, mais oui, comme ça, vous aurez plus de place, c'est votre terrain, mais vous pouvez avoir plus de place encore chez... Qui demandait de faire le passage? Des voisins? Ce sont des gens du quartier, parce que autant d'Aïdjo qu'au temps de Mbia, il y avait toujours des gens pour essayer de tuer ceux qui étaient des nationalistes. Puisque l'UPC, c'était les UPC étaient des nationalistes. Donc c'était une manière, parce qu'ils savaient qu'ils se préparaient quelque chose et que c'était pour empêcher à mon père de trouver un passage de fuite. Pour fuir. Alors ce qui s'est passé, pour être un peu court, ma mère, sachant cela, qu'est-ce qu'elle a fait? A fait comprendre à mon père que tu ne dois jamais toucher cet endroit. Elle était catégorique. Et un soir, les Kalangou, je n'ai pas besoin de prononcer les noms de tous ces... Non, mais il faut que les gens comprennent. Si vous faites une émission qu'on ne comprenne pas, je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que... C'est quoi les Kalangou? Les Kalangou, c'est les petits tam-tams que les Aoussa tapent comme ça. Ah oui, comme ça, le bâton. Là. Voilà. C'est ça qu'on appelle Kalangou. Voilà. Et ces Kalangou, vers le coup de minuit, 1h du matin, on entend les Kalangou frapper. Ma mère, qui avait déjà compris, a dit à mon père, tu dois disparaître. Mon père, il est entré au plafond. Il est monté au plafond parce que les gens étaient déjà là. Et il cognait la porte. Bim, bim, bim. Ouvrez, ouvrez. Ma mère qui dit, mais c'est qui? Il dit, c'est nous. Nous, vous qui? Nous venons chercher votre mari. Mais il n'est pas avec vous. C'est ma mère qui répond, il n'est pas avec vous. Pendant ce temps, elle fait monter mon père au plafond. Mais ma mère qui n'ouvrait pas tout de suite, il dit, non, attendez, je suis nu, il faut que je m'habille. Elle prenait du temps pour permettre à son mari de partir. Son mari est parti, mais ces gens, ils sont venus, ils n'avaient pas de lumière, ils n'avaient pas de lampe, ils avaient des torches. Ils ont commencé à faire ça dans la maison. À un moment donné, ils ont failli arriver vers le... Ils disent, bon, on va mettre le feu ici. Ma mère entend cela. Elle dit, mais attendez alors, mais écoutez, elle fait maintenant, elle sort avec mon grand frère, l'aîné de la famille, qui est un monsieur qui est mort il y a 3 ans maintenant, un polytechnicien. Bon, ce monsieur, ils l'ont sorti, ils l'ont mis devant la porte. Quelqu'un a voulu le taper avec la machette. Il y a un autre qui a dit non, ne le touchez pas parce que quand on l'envoie aller acheter des cigarettes, il y va. Ma soeur aînée qui était là, celle qui le suit directement, ils ont pris la machette, pan, sur sa tête ici. Ma soeur aînée dont je vous parle, c'est la femme de Camden Stanislas, l'arbitre international. L'arbitre du football, là. Exactement. C'est elle qui a été l'épouse de Camden Stanislas plus tard. Bon, c'est un monsieur qui a eu plusieurs femmes, bon, on parle plus. D'accord. Voilà. Elle était dans tout ce qui était sport, à l'époque, avec les Kwam Samuel. Alors, ma mère sort, elle prend le coupe-coupe ici. Et comme par chance, tout ce qu'ils envoyaient comme coupe-coupe touchait toujours du mauvais côté. Alors, ils ont fouillé la maison et ils n'ont pas trouvé. Quelqu'un a dit, mais il faut aller là-haut pour, aller au plafond.
Alors mon père, quand ma mère a entendu ça, elle a commencé à trouver des stratagèmes pour essayer de les bloquer pour que mon père, qui écoutait très bien ce qui se passait, sorte de là pour fuir. Donc mon père est descendu. Il est passé par le chemin qu'on lui demandait de fermer. Et il est sorti, il est parti dans le noir. Parce que c'était un passage. Et dans ces passages, comme ce n'étaient pas des passages bien faits, il y avait un passage, un endroit ovale. Donc mon père s'est mis là-dedans comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut qu'on aille voir par là. Il venait sans... Il montrait la torche de ce côté-là. Écoutez bien la force que quelqu'un peut avoir. Il montre la torche de ce côté-là, la torche ne s'allume pas. Mais quand il montre dans l'autre sens, la torche s'allume. Alors ils se sont dit, bon, comme ils étaient nombreux, il faut venir dans cet endroit. Ils sont passés, en passant, ils touchent comme ça, ils touchent mon père. Le voici, le voici, le voici. Alors, ils ont arrêté mon père. Ils l'ont ramené sur la route, la grande voie qui était devant la maison, et ils tenaient ma main, mon père, comment dire, il y a ceux qui le tenaient par les deux jambes, et d'autres qui tenaient les bras. Et ils tapaient sur mon père avec la machette, ou les machettes, et ces machettes-là, c'est toujours le mauvais côté. Mais quand ce n'est pas votre jour, c'est pas votre jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours ce qu'on s'est dit, que l'un d'eux a dû mettre les pieds sur une épluchure de banane. Quand celui-là a glissé, tout le monde a glissé. Quand mon père se levait, on ne l'a plus jamais revu. Eux ne l'ont plus jamais revu. Mais, c'est-à-dire, ils ne l'ont plus. Parce qu'il se levait, quelqu'un qui sort de la mort, entre les mains des gens, de la mort. Même Carl Lewis de l'époque où je ne sais pas quels sont les champions du monde, de Ben Johnson. Je vous dis, ils n'ont plus jamais trouvé mon père. Mon père a disparu devant eux. Au point que ce que je vous raconte là, jusqu'aujourd'hui, on appelle mon père l'homme volant. Et moi, quand j'arrive deux fois au Cameroun, où je trouve encore des anciens qui sont vraiment, pour parler de moi, certains disent, pour me décrire, ils disent à des personnes, mais on vous parle du fils de l'homme volant. Du fils de l'homme volant. L'homme volant. Mais, ah oui, le monsieur Nana, ceci et ça. C'est là, donc, des gens me décrivent comme fils de l'homme volant. Parce que ce monsieur, quand il se levait de cet endroit, il a disparu. Et vous, ces enfants, dont vous étiez où en ce moment? Parce que vous n'avez pas votre grand frère, votre grande soeur, votre maman, mais vous... Oui, non, parce que nous sommes 6, c'est-à-dire que nous étions dans la maison, on était encore des bébés. Bon, il y a certains parmi nous qui n'étaient pas avec nous. Il y a eu 2 de mes sœurs qui n'étaient pas avec nous. Et vous, personnellement? Moi, personnellement, j'étais dans la maison. Et tout petit? Tout petit, voilà, tout petit. Et ils ont épargné les enfants alors? Non, parce qu'eux-mêmes, ils ne venaient pas pour les enfants, ils venaient particulièrement pour mon père. Et ce n'était pas simplement mon père, c'est-à-dire que dans le quartier, il y avait tous les upécistes qui étaient là, et qui étaient en plus des upécistes bamiliqués. Il fallait les exterminer. Je n'avais pas envie d'aller juste à ce point-là. Il faut aller, il faut tout dire. Je dis bien, il fallait les exterminer. Parce qu'ils sont upécistes et bamiliqués. Voilà. Et non seulement bamiliqués, c'était des commerçants, ce sont ceux qui faisaient vivre la résistance. La résistance. Ah, d'accord. D'accord. Michel Guetti, vous n'êtes pas très très loin de la génération du doyen. Non. Vous êtes aussi bamiliqué. Oui. Oh mon Dieu, cette tribu qui doit disparaître là. Hein, ces gens qui ne sont pas des Camerounais. Vos parents ont vécu cela aussi, je suppose. Mon cas, c'est parce que quand ici j'évoque l'enfance, je ne saurais même pas comment vous expliquer parce que j'avais 5 ans à la mort de mon père. Donc... mort naturelle ou mort... Enfin, il a été tué par le gouvernement, en fait. Ah, c'était en quelle année ça, vous avez dit? 1965. J'ai pas trop de souvenirs de mon père. Était-il aussi upéciste? Je sais que lui, il était plus ou moins, mais c'est plutôt les parents, mes oncles, qui étaient plutôt des upécistes. Parce que ma mère vient de Bamenjou. D'accord. Et donc,
Donc proche de Sa Majesté Sékou Touré, que nous saluons bien sûr. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. C'est-à-dire, je connais pas beaucoup de choses de mon père. C'était 6 ans avant Ernest Ouandjé. Hein? Voilà. 6 ans avant Ernest Ouandjé. Avant. Puisque Ernest Ouandjé a été tué en 71. Voilà, justement, parce que j'étais là quand on a tué Ernest Ouandjé. J'étais présent, j'étais la première loge. Et les enfants du village, du quartier, nous étions tous là. Oui, vous avez 12 ans, 12 ans à l'époque. Voilà. Ma mère, qui n'est pas loin de votre génération, me raconte encore ces histoires. Elle a vu passer sous peloton Neyim Pierre, Ernest Ouandjé, elle a vu tout ce monde-là. Voilà. Donc, mon père, j'ai été biberonné aussi dans cette affaire. Ma mère m'en parlait, c'est qui était extrêmement rare au Cameroun. Oui. Les parents n'aimaient pas évoquer ce chapitre-là. Voilà. Exactement. Donc, merci à toi, maman. Sa photo est quelque part là. Merci à toi pour ce que tu m'as enseigné sur cette histoire-là. Je vais revenir vers vous, doyen. Finalement, votre papa est décédé de quoi? A-t-il aussi été fusillé ou est-il mort de mort naturelle? Non, mon père est mort de mort naturelle. À quelle année? En 2000, même pas, non, Mitterrand est venu comme président en 1981. 82. Oui, 82. Voilà, mon père est mort 82, 83. Peut-être c'est l'arrivée de Paul Biya qui l'a chassé. Non, 83. Mon père est mort en 83. Ouais. Bon, ben ça fait donc 37 ans. Alors, c'est pour dire que ce monsieur, il a survécu à la chasse. Mais je vous dis, à la chasse. Bien sûr qu'il a souffert par la suite, parce que le fait qu'il ne soit plus actif, parce qu'après, il n'était plus actif. Il vivait maintenant de ses biens, c'est-à-dire ce qu'il avait. De ses investissements, on va dire. De ses investissements. Sa boutique ne fonctionnait plus. Voilà, il devait se cacher aussi. Et donc, c'est un monsieur qui allait... Tous ses amis n'étaient que des anciens UPCistes. Hein, et de tous bords, hein, c'est pas simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, des BAMS, mais c'était tous les Camerounais, parce qu'on avait des Bassa qui venaient vraiment chez nous régulièrement. Et d'ailleurs, si on arrive à ce chapitre-là, je vais vous expliquer quelque chose qui s'est produit en 2000. Dites-le maintenant avant qu'on passe à autre chose. Ah bon, c'est parce que ma mère, quand elle meurt, cette femme dont je vous ai parlé, cette femme, les couvre-feux qu'il y avait à Douala, à une période, un jour, on a arrêté un de ses frères. Et toute la famille, tout le monde avait peur d'aller à l'hôtel de ville à Bonanjo pour voir les personnes qui ont été arrêtées. Alors, ma mère a pris la Bible. Elle a mis ça à l'aisselle. Et elle a dit à sa famille, à quelques membres de sa famille, accompagnez-moi pour qu'on aille voir, parce qu'on a arrêté telle personne. Elle s'appelait, son prénom c'est Fanny. Fanny, tu veux aller où? Là-bas à Bonanjo, avec tous les gens qu'on a arrêtés, parce que les couvre-feux, quand il y avait des rafles, on raflait tout le monde. Ma mère a dit, son frère est là-bas, ça fait plus d'une semaine, elle ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Elle a pris la Bible, elle a mis ici. Elle a pris la direction de Bonanjo, Kounia. Elle arrive là-bas, comme c'était une femme de conviction, avec une force extraordinaire. Quand elle arrive, elle trouve un subalterne à la porte, bien sûr, un Camerounais, avec son arme, qui veut lui dire, Madame, où allez-vous? Ma mère, qui avait appris un peu, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle avait appris... Et les coups de sauvage, quand c'est CE2. Voilà. Elle mélangeait le pidgin et le français. Oui. Elle dit, Adikam Fossi ou Massa, votre Massa, ou ton patron. Voilà, elle sort des termes comme ça. Le type lui dit, hé, oh, fous le camp. Ma mère le regarde, il dit, je viens voir ton Massa. Et comme par chance, un blanc était en train de passer. Et le blanc était... Le Massa. Le Massa. Alors comme ma mère était là, elle insistait, et ce monsieur qui voulait lui faire comprendre qu'avec son... Ma mère balayait tout ça d'une certaine façon, à sa manière de parler. Alors le monsieur qui arrive, qui vient, qui de loin, qu'est-ce qui se passe?
Ma mère ayant vu cela, elle n'a même pas attendu que le type lui parle, qu'elle se dirige déjà vers le blanc. Ce qui fait que le type de sécurité, le policier de sécurité, ne pouvait pas empêcher ma mère de passer. De passer, puisque le patron est là. Mais c'est une femme, je vous dis, d'une conviction terrible. Je suppose qu'elle a posé au problème de son frère. Mais elle n'a même pas... quand le monsieur arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe en jouant le... Qu'est-ce qui se passe? Ma mère lui dit directement, c'est vous le patron ici. Mais en parlant avec un mélange de... Oui, on a compris ça. Et il répond, oui, mais pourquoi vous êtes là? Alors ma mère mélangeait, et c'est le subalterne, c'est-à-dire le type de sécurité qui interprétait. Alors ma mère dit, voilà, elle sort son livre. Elle dit, c'est le noir qui a écrit ça. Ah, elle sort la Bible. Est-ce que c'est le noir qui a écrit ça? Est-ce que c'est le noir qui a écrit ça? Le blanc lui dit non. Le blanc qui tergiverse un peu. Tergiverse, et puis, mais il y a une force qui est là, qui fait qu'il répond aux questions de mon époux, de ma mère. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il dit non. Ma mère dit, dans ce livre-ci, n'est-ce pas? Tout ce qui est dedans, on dit de ne pas faire du mal à son prochain. Le blanc, toujours parle, il dit oui. Alors, le blanc dit, mais pourquoi vous dites ça? Ma mère dit, ce livre-ci dit tout. Et c'est vous qui l'avez écrit. On a arrêté mon frère. Il est ici. Et j'aimerais savoir pourquoi on l'a arrêté. Et en disant cela, le blanc, je ne sais pas quelle force cette femme avait. Et c'est pas qu'avec lui, elle exerçait une force terrible quand elle... Comme une bonne femme bavantée. Et cette femme, le blanc a dit, comment il s'appelle votre frère? Elle a donné le nom. Ce responsable a dit, faites venir la personne, allez demander pourquoi on l'a arrêté. On a cherché à comprendre pourquoi on l'a arrêté. On a vu que c'est dans une rafle, on rafle les gens, sans raison, on l'a arrêté, on l'a amené. Et pour libérer son frère, pendant qu'elle était là, elle a dit, moi je voudrais repartir avec mon frère, ici. En libérant son frère, on a cherché à savoir pourquoi tu es là, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes là. Ah, d'accord. On a libéré toutes les personnes qu'on avait arrêtées. D'accord, injustement. Rien injustement, rien qu'à cause de cette femme. Et certains qui étaient là même pendant presque un mois, ils sont là, ils ne savent pas pourquoi, et personne ne vient les voir. Alors, les gens ont peur. Vous y allez? Exactement. Chers téléspectateurs, je dois vous dire que oui, je suis de la génération longtemps après vous, mais j'ai vécu ces rafles-là. Oui, on venait dans nos quartiers rafler. Il fallait voir les gens se cacher dans le plafond, dans ce qui leur servait de plafond, voir les gens se cacher sous le lit, on allait les sortir sous le lit. Pour le gamin de 5 ans, 6 ans que j'étais, c'était traumatisant. Je ne comprenais pas pourquoi on venait arrêter les gens dans les quartiers. Il fallait voir entasser au carrefour. Oh, des couvre-feux terribles. Très tôt le matin, 5h30, on toque aux portes, on arrête des gens. Il fallait voir les gens se coucher dans les caniveaux pour éviter d'être arrêtés dans des microbes. J'ai vécu cela à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Alors, pour finir cette partie-là, quand on libère, tous ces gens-là sont libérés. Mais c'est des gens qui venaient congratuler ma mère. Mamie, oh, we thank you, oh, mamie, we thank you. Merci. Et certains ont cherché à savoir où habitait cette femme. Ce qui fait que 30 ans, 40 ans plus tard, quand elle décide de quitter Douala pour aller terminer sa vie à Banganté, et à un moment donné, elle meurt en 2006. Vous avez un problème de 2006, voilà, ça oui, fait 14 ans. Exactement. Elle meurt en 2006 ou 2003 peut-être. 2006, je pense. 2006, pendant que nous sommes en train de célébrer ses obsèques et tout ça là, on voit un car qui arrive de loin. Parce que
comme au Cameroun, on sait très bien comment sont les deuils, on met devant les portes, dans les rues, on bouche le passage. On voit un car qui s'arrête. Dans le car, il y avait à peu près 50 personnes. Je dis à peu près. Et parmi les 50 personnes, il y avait 4 personnes d'un âge très avancé. Mais qui marchaient avec c'est les enfants qui leur tenaient la main pour les amener. Et ce sont des Bassa, depuis une commande, qui ont appris que Fallou Fanny est morte. D'accord. Et ils ont décidé d'eux-mêmes. Nous, on regarde le cas. Je regarde mes sœurs qui étaient encore en vie à ce moment-là. Je leur demande, mais... Qui sont ces personnes? Quelles sont ces personnes? Moi, j'étais par ici. Ça faisait longtemps. Voilà. Je dis, quelles sont ces personnes? Elles aussi ne savent pas. C'est ces gens qui arrivent maintenant qui demandent. Madame Fallou, c'est ici? On lui dit oui, on leur dit oui. D'abord, c'est les enfants qui viennent, c'est des enfants qui les accompagnaient, qui viennent, qui posent la question. Oui. On leur dit oui. Ils rentrent de parler à ces anciens qui étaient juste derrière là, mais qui venaient de décider d'arriver à ce deuil. Et puis on leur dit oui. Mais quand ils ont commencé à raconter leur histoire, moi je connaissais l'histoire. Aux quelques membres de la famille. Mais toutes les autres personnes qui connaissent de loin, qui savaient, qui venaient d'ailleurs, qui connaissaient bien ce que la personne qu'était Madame Fallou Fanny, mais mais là ils avaient en direct des gens qui venaient témoigner. Et des gens pas bamileke. Et je vous dis, mais le deuil, vous savez nos deuils bamileke, ça crie de partout. Mais tout le monde, les femmes là, elles sont tombées par terre là, elles sont parties parce que quand elles entendent ça, mais c'est reparti de plus belle. Eh oui. Voilà des témoignages, par exemple, je vous dis, mais dites-moi. Même moi qui parle, quand je parle de cette femme, vous avez encore des frissons. Exactement. Alors, on sait qu'à l'époque, ceux qui menaient ces rafles étaient certes des soldats noirs de peau, mais on sait qui tenait la ficelle. D'ailleurs, le massacre que vous a vu, c'est un bonhomme, ça dit? Non, c'est à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. De ville de Bonanjo. Le massacre que votre maman a vu à Bonanjo était un massacre blanc qui parlait français. Bien sûr, c'est un commissaire donc, blanc. C'était un Français. Au commissaire, c'est un Français. C'était un Français. C'est un Français. On sait bien que c'est la police, l'armée française qui était derrière tous ces rafles, dans l'administration, le pays France qui était derrière tous ces rafles, toutes ces exécutions sommaires et tout ce qui a suivi le génocide. Vous, enfants du péciste, vous vivez en France depuis presque de 40 ans. Oui. Vous n'avez pas le cas de conscience de savoir que vous vivez dans un pays qui a massacré les vôtres? Je vais vous dire quelque chose pour parler de ça. Tout à l'heure, j'ai parlé que c'était des Camerounais qui venaient pour tuer mon père. J'aurais pu, moi, en vouloir à mes frères camerounais de cette époque, qui voulaient tuer mon père. Mais quand je suis arrivé ici en France, j'ai compris quelque chose, parce que quand parfois nous sommes chez nous là-bas, on n'est pas informé. Quand j'arrive en France, je commence à m'intéresser à tout ce qui est politique. Même si je m'intéressais déjà vraiment avant de mettre pied, mais je m'intéresse un peu plus. Je me dis, mais on monte nos propres frères contre nous. Et ceux qui voulaient tuer mon père et mes parents, puisque ma maman avait une cicatrice ici. Là. Machette, plusieurs cicatrices ici et là, y compris ma soeur. J'aurais pu, c'est-à-dire, avoir comme tout enfant dire, j'en veux à telle tribu. Non. J'ai compris qu'on les utilisait. Et c'est quand vous arrivez en France que vous comprenez cela? Que je comprends. Même si je comprenais déjà parce que je pars du Cameroun d'une certaine façon et par la manière dont je suis parti, j'ai compris à travers, parce que je pars du Cameroun par bateau.
au départ, même si j'arrive en France définitivement par avion. Mais je pars par bateau. Et dans le bateau, j'ai travaillé dans le bateau pour payer mon voyage, pour gagner l'argent qui m'a permis de venir en France et de rester sans être en train de courir pour avoir de quoi vivre. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était d'un bateau grec. Et dans ces bateaux grecs, il y avait des Noirs, des Ghanéens. Et on voulait nous utiliser les uns contre les autres. Contre les autres. Et c'est là où ma révolte mentale vraiment a pris un vrai départ. C'est là où j'ai compris. La prise de conscience. La prise de compréhension. conscience. J'ai compris ce que c'était cette couleur-là. La souffrance qu'elle endure. Et c'est à partir de là que, arrivé ici, quand j'ai commencé à comprendre la droite, la gauche et ainsi de suite, je me suis dit non, je n'ai pas à en vouloir à mes frères. On les a utilisés, ils ne sont pour rien. Simplement maintenant, il faut les sensibiliser, il faut les conscientiser pour qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas jouer le jeu. Très bien. Vous avez beaucoup de travail, mais je veux quand même revenir sur ma question car je n'ai pas obtenu de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des cas de conscience de savoir que ce pays dans lequel je vis, qui est devenu le mien, est celui qui a massacré les miens? C'est vrai que quand on vit dans ce pays-ci particulièrement, et vous entendez tous les jours, on vous parle de démocratie, et quand vous sortez, vous le sentez. Mais la démocratie qui se passe ici et celle qui se passe dans nos propres pays, c'est deux choses bien différentes. Et c'est vrai que on n'a pas la possibilité de contrarier ça, à part peut-être manifester comme ça arrive, comme ça nous arrive ici dehors. Et c'est vrai, c'est un problème. Un problème qu'il faudra trouver les moyens de faire en sorte que nos enfants, ne viennent pas. Vous qui vivez en Comando, là, je sais qu'il y a un endroit où on vend le serpent, là. Je suis allé manger le serpent en Comando avec mon ami député RDPC, là. Hein, le serpent, ça fait... Mais vous êtes en train de faire le serpent, là. Est-ce que votre conscience vous juge en vous disant, je vis dans un pays qui a massacré? Est-ce que cela vous arrive? Oui. Enfin. Oui. Il faut le dire, oui. doyen. Oui, ça m'arrive. Mais, juste une petite précision. Je ne vis pas en Comando, je vivais à Makéa. Makéa, mais c'est pas très loin aussi, non? Oui, c'est pas loin de Comando, c'est pas loin, oui, c'est vrai. Il y a un hôtel là qui s'appelle Serena. C'est vrai. Et en même temps, même malgré que je parle, même comme je dis même cela, hein, j'ai à un moment donné, quand il y avait des troubles à Douala, à Makéa, par rapport toujours à ce que ma mère allait me laisser à Ambassa là-bas, en Comando, qui vivait près d'une rigole où la brasserie verse toute cette saleté qui pollue. Là. Exactement. Bon, ben oui, ce cas de conscience, parfois je me pose aussi cette question-là. Je vais vous avouer ce qui m'est arrivé devant l'hôtel de ville de Paris il y a 2 jours. Oui. 2 jours, 3 jours, nous sommes samedi, oui. Samedi 6, mercredi 3, une manifestation en hommage à Georges Floyd était prévue devant l'hôtel de ville de Paris. J'y suis arrivé avec ma caméra. Un premier CRS policier qui ressemble au BIR du Cameroun vient me contrôler. Jusque-là, tout va bien. Je me déplace de 2 mètres. 2 blancs viennent vers moi. Nous sommes en train d'échanger là. L'autre policier arrive. Il ne contrôle pas les 2 blancs. C'est moi qui le contrôle pour une seconde fois. Et alors j'ai pris j'ai sorti mon téléphone portable. Je lui ai montré ma carte de presse. Je lui ai dit, bon ben, peut-être c'est parce que je ressemble à un voyou. Voilà ma carte de presse. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi c'est moi seul que vous contrôlez? Et c'est le deuxième contrôle à moins d'1 heure que j'ai ici. Dans ce moment, on s'est dit, sera-t-on vraiment jamais de ce pays? Est-ce que j'ai bien fait d'atterrir dans ce pays, moi, enfant baniliqué? Mais vous n'aviez pas mal. C'est le chemin où la plupart de nos compatriotes, quand on veut sortir du Cameroun, tous, parce qu'on ne nous présente que la France. C'est la France. Comme le pays des droits de l'homme, le pays si, mais c'est qu'une fois qu'on est dedans, qu'on comprend les réalités. Bien, chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission. On évoquera les motivations du doyen, qui est très engagé politiquement,
dans la diaspora camerounaise. A tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.